Voilà, merci Étienne Klein. On se connaissait déjà à titre personnel avant. Merci d'avoir accepté cette interview pour la préparation de notre rendez-vous international sur les paradoxes du désir. Comme tout le monde ne te connaît pas, tu es physicien, responsable d'un laboratoire au CEA, le Centre à l'énergie atomique. Tu es philosophe des sciences, physicien donc de formation. Tu as écrit énormément de livres, publié énormément d'articles. Tu as eu cette année, en 2013, le prix du meilleur livre de science, je crois, de la revue Lire, pour un livre sur un chercheur assez original italien qui s'appelle Ettore Majorana. Majorana, c'est ça. Bref, tu es le personnage idéal pour nous parler des paradoxes du désir de ton point de vue. Alors nous t'écoutons. Alors je vais d'abord parler des paradoxes, parce que je pense qu'il y a un lien très étroit entre l'idée de paradoxe et la physique moderne. Ce que j'appelle la physique moderne, c'est celle qui commence avec Galilée, qui est donc en rupture avec Aristote et toute la tradition, qui essaie d'expliquer les événements par des causes finales. Galilée dit on arrête d'invoquer les causes finales et on accepte l'idée que les lois physiques peuvent contredire l'observation. Et donc si on croit aux lois physiques, on doit accepter de réinterpréter l'observation pour montrer comment des lois qui semblent les contredire, c'est fait, en fait les expliquent. Alexandre Koyré, un grand philosophe des sciences, disait que le pari, Référence de Lacan. voilà, disait que le pari de la physique moderne, c'est qu'on peut expliquer le réel empirique par l'impossible. C'est-à-dire par des lois. Grand concept lacanien aussi, l'impossible. Voilà, par des lois qui, lorsqu'on entend leur énoncé pour la première fois, semblent fausses, donc impossibles. L'exemple typique, c'est la chute des corps. Quand on fait tomber des corps lourds en même temps que des corps plus légers, on voit bien que les corps lourds touchent le sol avant les corps légers, donc ils tombent moins vite. Pardon, les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Ça a été enseigné pendant des siècles, parce que c'est une loi qui est conforme à l'observation. Galilée dit, cette loi est conforme à l'observation, mais est-ce qu'elle est vraie? Et là, il montre que si elle était vraie, ça conduirait à des paradoxes. Par exemple, si la loi d'Aristote était vraie, vous prenez une boule de pétanque, une balle de tennis, vous les laissez tomber en même temps. Évidemment, la boule de pétanque qui est plus lourde va toucher le sol en premier. Maintenant, vous refaites l'expérience dans votre tête, l'expérience de pensée, en imaginant que vous avez mis une ficelle entre la boule de pétanque et la balle de tennis. Vous lâchez l'ensemble, ça forme un système qui est plus lourd que la boule de pétanque toute seule. Donc d'après Aristote, ça va tomber plus vite que la boule de pétanque toute seule. Mais en même temps, pendant la chute, la balle de tennis, qui est moins lourde, tombe moins vite, la corde se tend, et la balle de tennis fait parachute. Et donc l'ensemble tombe moins vite que la boule de pétanque. Donc, la loi d'Aristote implique une contradiction logique que personne n'avait. Comment la résoudre? En disant que tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Et donc il faut réinterpréter ce que nous voyons en disant il y a la gravité qui fait tomber tous les corps de la même façon, il y a aussi la résistance de l'air, et c'est elle et seulement elle qui va créer une différence de vitesse entre les corps lourds et les corps légers. Et donc il y a l'idée que les lois physiques, elles sont cachées. Elles ne sont pas directement visibles dans les phénomènes. Il faut aller, pour les trouver, d'abord théoriser, et ensuite expérimenter. Donc les lois physiques sont, on pourrait dire, hors du spectacle. Et ce qui est rigolo, c'est que hors du spectacle a comme anagramme la chute des corps. Ça n'épuise pas la question du désir, de conception de ce qu'on appelle la physique quantique. La physique quantique, c'est la physique qui permet de décrire les particules, les atomes, la façon dont les atomes peuvent capturer de la lumière ou bien en émettre. Et c'est une physique qui s'est développée dans les années 20, 20-30, qui est en complète rupture avec les concepts familiers. Et je n'ai toujours pas compris comment un petit groupe de physiciens, théoriciens pour la plupart, mais aussi expérimentateurs, ont pu aussi rapidement, ils étaient, je ne sais pas, 15, créer de nouveaux concepts qui n'est pas d'impulsion empirique, c'est-à-dire qui ne dérive pas d'analogies qu'on pourrait tirer de l'observation de la vie quotidienne. Et je me demande
quelle a pu être l'intensité du désir, de la libido de ces gens. Parce que rien ne garantissait que les comportements des particules, par exemple dans le noyau de l'atome, pouvaient être comprises. Mais il y avait quand même une intensité dans la recherche, une espèce de désir associé à une sorte de volonté de comprendre, qui est assez unique dans l'histoire des idées. Et les paradoxes du désir dont on parle souvent, c'est Schopenhauer, c'est-à-dire on a un désir, on fait en sorte de le satisfaire, une fois qu'il est satisfait, il disparaît, crée une forme de déception, parce que l'expérience n'est jamais à la hauteur de ce qu'on avait attendu, et il faut donc réactiver le truc. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si les psychanalyses pensent que cette espèce de cycle infernal est vraiment opératoire. Moi, je pense plutôt que ce qu'il faut interroger, c'est la permanence du désir. Le fait que, justement, quand on est alpiniste, il n'y a aucune montagne qui épuise le désir d'être alpiniste. Et c'est pour ça qu'on ne cesse pas d'être alpiniste. Parce que, justement, le désir ne s'épuise pas. Et il n'est jamais complètement éteint. Et donc, il y a quelque chose de continu dans le désir qui semble contredit par le fait qu'il traverse des phases de succession, de reniement de lui-même, mais en réalité, il y a un fond continu. Et alors c'est peut-être que ce que j'appelle le désir, c'est la volonté, simplement. Enfin, il y a quand même un paradoxe du désir dans le fait qu'on peut avoir des désirs qui ne sont pas des désirs conscients. Oui. Bon, ça, c'est notre affaire. Oui. L'idée que l'inconscient, finalement, détermine tes comportements, qui, en fait, traduit un désir qui n'est pas conscient. Et on se retrouve à faire des trucs qu'on est poussé à faire comme s'ils étaient le résultat d'un désir, qu'en réalité, on devrait ne pas faire. Et donc, le paradoxe, c'est que le désir peut être l'ennemi de nous-mêmes, d'une certaine façon. Il peut être l'ennemi de nous-mêmes, d'une certaine façon. Absolument. Et donc, moi, j'ai tendance à tenter de privilégier ce que votre maître Lacan appelle les désirs décidés. C'est-à-dire des désirs qui ne soient pas des caprices et dont on soit, si possible, maître autant que possible, et qui se traduisent par une forme d'opiniâtreté, une sorte de refus de la versatilité, une sorte de conviction que c'est vers cela qu'il faut aller et on y met toutes ses forces. Et je pense que c'est la condition pour éviter une trop grande dispersion et pour pouvoir réaliser des choses. Et sortir de la forme de répétition stérile. Et donc, il y a une dimension masochiste dans le désir. Oui. C'est peut-être un paradoxe, ça aussi. Oui. C'est-à-dire le fait que les voies qu'on doit traverser pour satisfaire le désir peuvent être très pénibles, très douloureuses, et vues de l'extérieur, vues par les autres, peuvent sembler masochistes. Par exemple, en montagne, on peut se faire mal, on peut souffrir vraiment physiquement, et quelqu'un qui voit ça dira ce type est maso. Mais le désir et le confort. Il n'est pas maso, il a un désir, c'est autre chose. C'est ça. Évidemment, la science, une fois qu'elle est objectivée, elle élimine le sujet. La physique quantique, c'est un formalisme qui est absolument indépendant des psychés, des désirs de ceux qui l'ont formulé, parce qu'elle a été retravaillée, discutée, mise en forme d'une façon qui, en effet, élimine le sujet. Et d'ailleurs, quand un physicien parle à un colloque, il ne le fait pas du tout comme le font les littéraires ou les philosophes. C'est-à-dire, il parle comme si c'était le réel qui parlait au travers de lui, et il fait beaucoup d'efforts pour masquer sa subjectivité dans sa façon de parler. Idem dans les articles scientifiques, où le style est éliminé, où la personnalité est éliminée. Ça, c'était moins vrai dans les années 20-30, quand les articles étaient signés par des physiciens individuels,
Et là, le style de pensée, même le style d'écriture apparaissait directement. Simplement, dans les phases de création, dans les phases où les idées arrivent, le sujet, il est pleinement présent. On pourrait même dire qu'il n'y a que lui qui est présent. Quand Dirac écrit en 1928 son équation par laquelle il va prédire l'antimatière, il a une lecture toute personnelle de l'affaire. Et quand on va lui demander comment il a trouvé cette équation, et surtout comment il a compris que quand on crée une particule, plutôt quand on crée une antiparticule dans une collision, on doit créer aussi en même temps la particule correspondante. Autrement dit, on ne peut créer que des paires constituées d'une particule et de son antiparticule. On ne peut pas créer une antiparticule toute seule. Et ce résultat n'était pas complètement clair quand on regardait simplement les équations mathématiques dont il avait connaissance à l'époque. Donc comment il a trouvé cette idée? Il a raconté une histoire assez étonnante, une histoire que sa mère lui avait racontée lorsqu'il était enfant. Je dis ça parce que vous êtes psychanalyste, ça va vous plaire. Sa mère lui avait raconté l'histoire d'un prêtre catholique qui est affecté à une nouvelle paroisse. Et donc il veut faire la connaissance de ces nouvelles ouailles, et chaque jour il rend visite à une ferme, se présente et discute avec les gens qu'il y trouve. Un jour, il frappe, une femme lui ouvre, le fait entrer dans la grande pièce où il y a beaucoup d'enfants. Et assez rapidement, le prêtre constate que tous ces enfants sont appareillés, c'est-à-dire qu'il n'y a que des paires de jumeaux. Il est assez étonné, et il demande à la mère de famille, Madame, vous ne faites que des jumeaux, vous n'avez que des jumeaux? Et la femme répond, ah non, non mon père, avec mon mari, parfois on ne fait rien du tout. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que ces gens ont, pendant des mois, parfois des années, travaillé sur un sujet. Majorana, c'est incroyable. Paoli, Einstein, Schrödinger, une espèce d'investissement mental total. Et je vois mal comment, dans ces phases-là, on peut dire que le sujet n'est pas là, et on peut prétendre que ce n'est pas une affaire de désir. Il faut une libido très très forte. Alors pour revenir quand même au désir de la science, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe justement entre ce dont tu as bien parlé, le désir absolument décidé du chercheur et son objectif qui est l'effacement de la subjectivité? Moi je ne sais pas si le désir du chercheur c'est l'effacement de la subjectivité. En effet, dans la science galiléenne, il y a une coupure entre la nature et le sujet, l'homme. L'homme, chez Galilée, est un être d'antinature. Non pas au sens où il va combattre la nature, mais au sens où il se pense indépendant de la nature. Il y a la nature, il y a l'homme. Et l'homme peut comprendre cette nature qui lui est extérieure, à laquelle il peut échapper. Et il ne s'agit pas d'éliminer le sujet, il s'agit de le séparer, en fait, de la nature. Mais aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans cette posture-là. Le sujet, il réintervient comme problème en mécanique quantique, puisqu'on a compris que la mesure, par exemple, de la vitesse d'une particule, c'est pas une sténographie. C'est-à-dire, c'est pas une opération neutre, au sens où la vitesse d'une particule n'est pas une grandeur qui est définie, déterminée, dans certaines situations, avant la mesure qu'on en fait. Donc l'acte de mesure devient une opération qui définit ce qu'elle permet d'enregistrer. Et peut-être le sujet réapparaît, mais ça veut dire que la séparation entre la nature et le sujet n'est plus aussi nette et qu'il faut du coup réinterroger philosophiquement ce que signifie le fait de mesurer une propriété. Alors là, en physique, je pense que le désir, c'est entrer en contact avec le réel. Contact. Alors, il y a des gens qui vous diront, le but de la physique, c'est d'écrire le réel. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas dire ça, parce que la physique quantique est une physique extrêmement puissante, opératoire
très spectaculaire. Il n'y a aucune expérience qui ait donné à ce jour un résultat différent de ce qu'on avait calculé par le formalisme quantique. Il y a une espèce de correspondance parfaite entre ce que dit la théorie et ce qu'on mesure. C'est quand même incroyable. Mais de là à dire que le réel lui-même est quantique, il y a un pas qu'il ne faut peut-être pas franchir. En revanche, vous ne pouvez expliquer cette efficacité de la mécanique quantique à prédire ce qu'on observe qu'en imaginant qu'elle touche quelque chose du réel. Autrement dit, il y a quelque chose dans le réel qui est quantique. Sinon, il faut invoquer une succession de miracles pour expliquer que à chaque fois ça marche. Toucher le réel, ça fait plaisir. Ouais, mais ça peut être extrêmement émouvant. Vous avez entendu parler de la découverte du boson de Higgs. Bon, c'est 48 ans de recherche. Entre le papier théorique de 64 qui fait une page et demie, qui prédit cette particule, et sa détection expérimentale, il se passe 48 ans, on creuse un tunnel de 27 km, on construit un accélérateur, des détecteurs énormes, 10 000 physiciens, 3 milliards d'euros, et on voit la particule. Et c'est un réel extrêmement lointain qu'on a touché là, puisque c'est le vide. C'est une particule qu'on a fait sortir du vide quantique. Le 4 juillet 2012, les deux expériences du CERN qui avaient travaillé là-dessus ont présenté leurs résultats de façon indépendante. On ne savait pas si les résultats, à la fin de la conférence, allaient démontrer l'existence du boson de Higgs ou pas. C'est un gros suspense. L'amphi était évidemment plein, c'était retransmis sur Internet. Et dans la salle, il y avait Peter Higgs et François Englert, qui sont les deux survivants du trio qui, en 1964, a eu cette idée. Le vocabulaire qu'on emploie pour décrire l'expérience est très compliqué. Eux, ils sont théoriciens, ils sont âgés, et Higgs, notamment, il n'a rien compris à l'exposé. Mais à la fin, il comprend qu'on a découvert sa particule. 48 ans après, vous imaginez quand même. Il a pu prédire un nouvel élément de réalité qui a été ensuite détecté. Donc c'est son désir à lui qui est récompensé, mais aussi le désir d'une collectivité quand même. Pendant des années, des milliers de gens s'intéressent à cette question et font en sorte de construire les appareils permettant de résoudre cette question. C'est un drôle de désir, ça. Est-ce que le boson de Higgs existe ou pas? Voilà une question toute bête qui a irrigué le désir de milliers de gens. Et François Englert, lui, était plus... Voilà, ils ont bien travaillé, c'est intéressant. Et moi, je l'ai revu après, je lui ai dit, mais comment ça s'est passé pour vous, là, dans votre tête? En 64, vous aviez moins de 30 ans, là, vous avez 82 ans. Vous voyez ce truc, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, mais l'émotion, je l'ai eu en 64. C'est-à-dire, lui, il était sûr, en faisant son papier, que c'était la solution. Pour résoudre un problème qui avait trait à l'origine de la masse des particules dans la physique des particules de l'époque. Donc, vous avez deux trajectoires qui semblent parallèles, c'est les mêmes personnes quasiment, qui ont travaillé sur les mêmes sujets, mais qui ont un rapport à la chose complètement différent. J'ai encore une question. Tu sais que il y a un conflit, disons, entre certains tenants des neurosciences et la psychanalyse. Justement, sur la question du sujet. Est-ce que, à ton avis, comme philosophe des sciences, avec toute ton expérience, est-ce qu'on appelle sujet ce que la science ne maîtrise pas encore et qui relève des fumées métaphysiques, ou est-ce que le sujet est irréductible? Disons, on l'a dit, la physique part de l'idée que le réel, c'est beaucoup trop compliqué. Notamment le sujet, notamment la conscience. Alors l'inconscient, on n'en parlait pas, mais c'est encore pire. Et donc, le pari de la physique, c'est que si on veut qu'elle devienne efficace, il faut qu'elle limite ses ambitions. Il faut limiter ses ambitions pour devenir efficace. Donc, le sujet, c'est trop compliqué. Les propriétés des choses, la couleur des feuilles, la poésie des ciels d'avril, tout ça, c'est compliqué, trop compliqué. Ça change. Ça peut être compliqué, mais pour plus tard.
Oui, mais on l'élimine d'emblée en disant ce qui va nous intéresser, c'est pas les propriétés des choses, c'est l'essence même des choses, qui elle peut être décrite par un langage plus précis que le nôtre, qui est le langage mathématique. Et donc on va regarder comment les corps tombent, quelle trajectoire ils suivent quand ils tombent et à quelle vitesse ils le font. On ne va pas s'occuper de ce qui se passe dans la tête d'un type qui tombe. C'est trop compliqué. Donc on épure le réel. Si on s'occupe de ce qui se passe dans la tête d'un type qui tombe amoureux, on s'occupe de ça beaucoup. Oui. Et il y a des gens qui disent c'est une affaire de chimie. Et il y a des gens qui disent c'est tout à fait autre chose, c'est une affaire qui a trait à l'enfance, qui a trait aux rencontres traumatiques de la jouissance, qui a trait au langage, etc. C'est deux positions très différentes. Voilà, mais il faut pas tomber dans Excuse-moi. Et il y a ceux qui disent en plus, parmi les seconds, ils disent il y a un élément contingent qui est inéliminable, qu'on appelle le sujet justement. Oui, mais c'est pas la gravitation qui est responsable du fait qu'on tombe amoureux. Donc c'est pas un problème de physique. Et il faut pas certains en font un problème de chimie. Il ne faut pas sombrer dans le réductionnisme en disant n'existe que ce que les physiciens voient ou mettent dans le mobilier ontologique dans leur théorie. Parce que justement, il y a eu cette coupure dans le monde, il y a eu cette séparation. Il y a certains sujets qu'on regarde, auxquels on applique des méthodes particulières, et il y en a d'autres qu'on ne regarde pas. Mais c'est pas parce qu'on ne les regarde pas qu'ils n'existent pas. Donc la question les neurosciences s'occupent du sujet qui tombe amoureux. Alors, pour moi, les neurosciences s'occupent des mécanismes qu'on peut percevoir dans le cerveau, notamment chimiques. Différentes techniques comme celles qu'on développe aujourd'hui avec l'IRM à haute résolution. Donc on voit des phénomènes qui se produisent dans le cerveau. Ces phénomènes sont réels, on peut même les objectiver. Ils sont difficiles à décrire de façon causale. Parce qu'en fait, il y a tellement de causes qui agissent qu'on a du mal à faire des descriptions qui engagent un processus causal qui soit vraiment précis et argumenté. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, ce sont des séquences d'événements. Et comme le disait Meyerson, quand on voit une séquence d'événements, on a tendance à lire cette séquence comme une conséquence. C'est-à-dire qu'on voit de la causalité lorsqu'il y a simplement une succession qui n'est pas d'ordre causal. On enchaîne. Non. Il y a un enchaînement et on le lit de façon causale. C'est parce que... Donc je pense que l'épistémologie des neurosciences est un exercice très délicat, beaucoup plus difficile que l'épistémologie de la physique. Et quand je discute avec mes collègues neuroscientifiques, ils sont bien d'accord pour dire que leur épistémologie a besoin d'être travaillée. Maintenant, je comprends bien qu'il y a une compétition entre la psychanalyse et les résultats de ces neurosciences. Je pense que la compétition, elle vient en partie du fait qu'on a parfois affaire à des dogmatismes qui s'affrontent. Il y a un dogmatisme psychanalytique parfois. Il y a aussi un réductionnisme un peu outrancier de la part de certains neuroscientifiques, pas tous. Mais si on fait tomber les barrières dogmatiques et qu'on discute honnêtement, sans toujours faire référence à des figures tutélaires qui auraient tranché définitivement certaines questions, je pense qu'on peut trouver chez les uns et chez les autres de quoi compléter et enrichir la pensée des uns et des autres. Il ne faut pas penser ces deux démarches comme concurrentes. Il y a certainement un domaine qui n'est pas exhaustif, dans lequel elles se touchent, elles se rencontrent. C'est comme la physique et la philo. La physique, c'est pas la philo. Mais il y a un petit nombre de questions autour desquelles la physique apporte des découvertes philosophiques négatives. Ça veut dire qu'elle ne vient pas contester la philosophie, mais sur ces questions, elle vient éclairer l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à des questions philosophiques. Par exemple, à propos du temps. Le temps, on peut dire, mais il y a eu Kant, il y a eu Heidegger, terminé. Ah ouais, non, il y a Einstein. Et quand vous mettez côte à côte les équations d'Einstein, le discours de Kant ou de Heidegger, ça donne quoi? On parle de la même chose? Et si oui, est-ce qu'on dit les mêmes choses de la même chose? Ou est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Je pense que le débat entre la psychanalyse et les neurosciences, c'est le même débat qu'entre la philosophie et la physique. Il y a des zones de contact. Il ne faut pas les prendre ou les considérer comme des menaces, mais c'est ces zones de contact qu'il faut explorer pour voir comment les discours se rejoignent ou ne se rejoignent pas. Est-ce qu'on parle des mêmes choses?